Nous sommes le 14 novembre 1940. Coventry dort sous un ciel sans lune. À 19h20. Le premier Anklan 111 traverse les côtes anglaises. Son faisceau radio ni cabine le guide tout droit vers le centre-ville. Au cours des 11 prochaines heures, 4049 bombardiers de la Luftwaffe largueront 500 tonnes d'explosifs et 30 000 incendiaires. À l'aube, la cathédrale médiévale n'est plus qu'un squelette de pierre. 568 civils sont morts et les 2 tiers des bâtiments de la ville sont en ruine ou en flammes. Le Airfighter Command ne gère exactement aucune interception confirmée cette nuit-là. Ce n'était pas une exception. C'était le modèle. Entre septembre 1940 et mai 1941, le Blitz tua plus de 43 000 civils britanniques et en blessa 139 000 autres. Nuit après nuit, les bombardiers allemands traversaient la Manche, frappaient leurs cibles et rentraient chez eux. Tandis que les Spitfire et les Hurricanes de la RAF, les célèbres héros de la bataille d'Angleterre de jour, restaient inutilement assis au sol. Ces avions ont été construits pour les combats de chiens de jour, où les yeux du pilote étaient son arme principale. Mais à 15 000 pieds d'altitude, par une nuit sans lune, la vision humaine ne vaut rien. Un bombardier pourrait passer à 200 mètres et rester complètement invisible. La RAF a tout essayé. Ils ont positionné des chasseurs monomoteurs dans des postes de patrouille sur des routes d'approche connues, dans l'espoir d'un contact visuel chanceux. Taux de réussite inférieur à 1%. Ils ont essayé des patrouilles oculaires de chat où des pilotes dotés d'une vision nocturne soi-disant supérieure se cachaient près des batteries de projecteurs en attendant que les équipes au sol éclairent une cible. Par une bonne nuit de pleine lune et une météo coopérative, un pilote expérimenté pourrait apercevoir un bombardier se découpant sur les nuages. Le lieutenant d'aviation Guy Gibson, qui dirigera plus tard le raid d'Amuster, effectua 99 sorties nocturnes au début de 1941 et tua exactement une personne. Les mathématiques étaient brutalement simples. Un bombardier Ankle mesure environ 57 pieds de diamètre. La nuit, le pilote de chasse moyen ne pouvait pas le voir au-delà de 400 pieds. Mais pour parcourir un mile cube d'espace aérien volant à 250 000 par heure, un pilote devrait parcourir 147 milliards de pieds cubes, alors que le bombardier n'occupait qu'environ 50 000 pieds cubes de ce volume à un moment donné. C'était comme trouver une aiguille spécifique dans une botte de foin de la taille de Westminster alors que j'avais les yeux bandés et que je sprintais. Les contrôleurs au sol ont essayé d'aider. Ils suivent les raids entrant sur leur station radar et leurs vecteurs radio vers les chasseurs aéroportés. Bandit à Angels 15, cap 270. Le chasseur courait vers cette position, mais les opérateurs radar au sol ne pouvaient mettre à jour leur position qu'après quelques minutes, et leur précision vacillait jusqu'à 3 km. Au moment où un chasseur est arrivé, le bombardier avait bougé. Le contrôleur émettrait une correction. Le combattant se retournerait. Le bombardier ferait demi-tour. Le jeu mortel de Marco Polo aveugle se poursuivrait jusqu'à ce que le chasseur soit à court de carburant ou que le bombardier atteigne sa cible et s'échappe. Le chef de l'air, le maréchal Hugh Dowing, a vu sa nation brûler. Ses combattants avaient sauvé la Grande-Bretagne pendant la journée, mais l'obscurité les rendait impuissants. Les villes industrielles de Birmingham, Liverpool, Manchester, Glasgow étaient systématiquement détruites. La production de guerre était freinée. Le moral des civils était en train de se fissurer et la Luftwaffe perdait moins de bombardiers par mois à cause des chasseurs de nuit qu'à cause d'accidents lors d'entraînement. Quelque chose devait changer. La RAF avait besoin d'yeux capables de voir dans le noir. Ils avaient besoin d'un radar dans les airs. Ils en avaient besoin pour fonctionner. Et ils en avaient besoin hier. La chaîne de maisons était magnifique et complètement inadéquate. En 1940, la chaîne de radars côtiers britannique était le réseau d'alerte précoce le plus sophistiqué au monde. Ces tours en acier de 350 pieds pouvaient détecter les formations de bombardiers entrant à 120 000, donnant aux Fighter Command de précieuses minutes pour brouiller les intercepteurs et organiser les défenses. Le système s'est avéré vital pendant la bataille de jour en Grande-Bretagne, mais détecter un bombardier et le tuer sont des problèmes totalement différents. Voici à quoi ressemblait l'interception contrôlée au sol dans la pratique. Une station d'attache d'une chaîne capte un raid traversant la côte. L'opérateur le signale au commandement du chasseur. Formation hostile, plus de 40 avions, Angels 12, Vector 285, vitesse 180 nœuds. Un contrôleur guide le chasseur de nuit le plus proche vers l'interception. Dirigez le 310. Montez jusqu'à Angel S14. Le pilote reconnaît et se retourne. 4 minutes s'écoulent. Le radar au sol se met à jour. La formation de bombardier s'est légèrement retournée et a grimpé.
Nouveau vecteur émis. Le combattant s'adapte. Encore 3 minutes. Une autre mise à jour. Les bombardiers se sont divisés en petits groupes. Maintenant, les mathématiques empirent. La précision du radar des maisons en chaîne était d'environ 2000 horizontalement et 1000 pieds verticalement. Cela représente un volume de recherche d'environ 13 millions de pieds cubes. À l'intérieur de cette bulle d'incertitude, plusieurs bombardiers pourraient manœuvrer de manière indépendante. Le contrôleur au sol capte un signal radar et continue de diriger le chasseur vers lui. Vous devriez être très proche maintenant, dit-il. Le pilote regarde dans l'obscurité et ne voit rien. Il est probablement à moins de 3 km d'un bombardier, peut-être même du bon bombardier, mais 2000 de ciel nocturne, c'est une distance infinie. Vide. Certains contrôleurs ont développé une compétence presque surnaturelle. Le contrôleur régulier du chef d'escadron John Cunningham, le flying officer Jimmy Ronsley, pouvait lire le tube cathodique comme une diseuse de bonne aventure lisant des feuilles de thé, anticipant les mouvements des bombardiers et plaçant Cunningham à portée visuelle par pure intuition. Mais même le taux de réussite de Ronsley avant le milieu de 1941 oscillait autour de 5%. Pour chaque interception réussie, 19 bombardiers s'échappaient. Les problèmes se sont aggravés. Chenome a été conçu pour regarder vers l'extérieur, de l'autre côté de la Manche, et non pour suivre les avions déjà au-dessus de la Grande-Bretagne. Une fois que les bombardiers ont traversé l'intérieur des terres, la couverture est devenue inégale. Les faisceaux radars de la chaîne principale étaient optimisés pour un positionnement longue portée et non précis, et le système était complètement aveugle en dessous de 1000 pieds. Les bombardiers de la Luftwaffe exploitaient parfois cela en descendant après avoir traversé la côte, disparaissant complètement du radar britannique jusqu'à ce qu'ils grimpent à l'altitude de bombardement au-dessus de leur cible. L'encombrement au sol a aggravé la situation. Les retours radars rebondissaient sur les collines, les bâtiments et même les formations météorologiques, créant de faux contacts que les contrôleurs devaient filtrer mentalement. Lors des nuits venteuses avec de gros nuages, une station d'accueil à chaîne unique peut afficher 200 avions fantômes. Les opérateurs ont appris à distinguer les vrais bombardiers du bruit, mais c'était un travail épuisant qui exigeait une concentration intense. Les erreurs étaient inévitables. Et puis il y a eu le facteur humain. Un contrôleur au sol était assis dans un bunker, regardant un écran vert scintillant, essayant de se forger une image mentale en 3 dimensions d'une bataille se déroulant à 15 000 pieds au-dessus de lui et à 50 mètres. Le pilote de chasse était assis dans un cockpit exigu, luttant avec les instruments, les gaz et le trim, tout en tendant les yeux vers l'obscurité et en écoutant une voix radio crépitante, des changements de cap constants. Tournez à tribord de 10 degrés stable. Objectif maintenant 11 heures. 3000 légèrement au-dessus. 3 miles toujours invisibles. Le cou du pilote lui fait mal à cause du balayage. Ses yeux pleurent à force de le regarder. Sa jauge de carburant baisse. Et quelque part dans l'obscurité, une équipe de Hank prépare son site de bombe sur une usine. La Grande-Bretagne avait besoin du radar à l'intérieur du chasseur. Derrière les yeux du pilote, dessinant le ciel devant lui. Ils avaient besoin d'une technologie suffisamment petite pour tenir dans un avion et suffisamment puissante pour donner un avertissement avant une observation visuelle. Ils avaient besoin de quelque chose qui semblait impossible en 1939. Edward Bowen ne ressemblait pas à quelqu'un qui allait changer pour toujours la guerre aérienne. Le physicien de 27 ans travaillait à la station de recherche secrète Boursemana, sur la côte du Suffolk, où est né le programme radar britannique. En 1936, Robert Watson Watt avait prouvé que le radar pouvait détecter les avions. En 1939, Bowen s'était vu confier une mission impossible. Réduisez une station radar de la taille d'une maison en quelque chose qui pourrait voler. Le prototype AIMACHI AI signifiant interception aéroportée était absurde selon toute norme raisonnable. L'émetteur pesait 220 livres. Le récepteur en a ajouté 180 supplémentaires. L'unité d'alimentation et d'affichage apportait le total à environ 600 livres d'équipement. À titre de comparaison, l'armement complet d'un Supermarine Spitfire pesait 280 livres. L'équipe de Bowen demandait aux pilotes de transporter plus de 2 fois le poids de leurs armes juste pour monter une boîte noire expérimentale que la plupart des officiers de la RAF considéraient comme une pure fantaisie. L'écran était un tube cathodique de 5 pouces qui brillait d'un vert fantomatique dans l'obscurité. 2 traces sont apparues sur l'écran, l'une montrant les cibles à gauche ou à droite, l'autre montrant les cibles au-dessus ou en dessous. Lorsque les spots ont fusionné au centre, vous pointiez théoriquement directement vers la cible. La portée de détection maximale était de 3 miles dans des conditions idéales,
soit moins de 90 secondes de temps de fermeture à des vitesses d'engagement typiques. La portée minimale était d'environ 400 pieds, ce qui signifiait que l'image radar disparaissait juste avant que vous ayez besoin de voir la cible pour la tirer. Cette zone aveugle terrifiait les pilotes. Vous plongeriez vers un bombardier que vous ne pourriez pas voir, le regarderiez disparaître de votre écran et prierait pour le repérer avant d'entrer en collision. La première installation d'essai fut installée à Bristol, Bénin en août 1939, quelques jours avant l'invasion de la Pologne par l'Allemagne. Le lieutenant d'aviation George Stanford l'a pris pour des essais. L'équipement fonctionnait à peine. Le radar pouvait détecter d'autres avions, mais l'ensemble était capricieux. L'affichage était presque impossible à interpréter en vol, et l'émetteur générait tellement de chaleur qu'il brûlait la structure interne de l'avion. Après un vol, les équipes de maintenance ont découvert que la structure métallique autour de l'émetteur s'était déformée à cause du stress thermique. Personne aux commandes des chasseurs n'en voulait. Les commandants d'escadron ont examiné la pénalité de poids, la complexité, le taux d'échec et les performances marginales, et ils ont pris des décisions parfaitement rationnelles. Sortez ces déchets de mon avion, était la version polie. Certains étaient moins diplomates. Le compagnon Ya et toi aviez besoin d'un équipage de 2 hommes, d'un pilote et d'un opérateur radar. Les chasseurs monoplaces ne pouvaient pas l'utiliser. Cela signifiait des avions bimoteurs, Ben Blem, qui étaient lents et peu maniables, ou des chasseurs à l'arc, qui n'étaient même pas encore entrés en service. Vous demandiez à des pilotes vétérans d'abandonner leurs agiles ouragans pour des bombardiers de nuit lents qui avaient été convertis en chasseurs de fortune et dotés d'électronique expérimentale. Les débuts opérationnels ont été un désastre. En décembre 1940, l'escadron numéro 25 reçut les premiers chasseurs à arc équipés d'IA. La première sortie opérationnelle s'est terminée lorsque le radar a pris feu. Deuxième problème, un dysfonctionnement du radar. Troisièmement, l'opérateur n'a pas pu interpréter l'affichage. Quatrième sorte de détection réussie à 2000, mais la cible s'est échappée avant que le pilote n'atteigne le contact visuel. L'escadron a effectué 47 sorties équipées d'IA en décembre et janvier et n'a enregistré aucune victoire confirmée. Pire encore, ces équipements mettaient activement les équipages en danger. L'émetteur générait une puissante énergie radiofréquence dans un espace confiné. Les opérateurs ont signalé des maux de tête, des nausées et des étourdissements après de longues sorties. Premier symptôme de ce que nous appelons aujourd'hui l'exposition au RF. La lueur de l'écran gâchait la vision nocturne naturelle du pilote, rendant l'acquisition visuelle encore plus difficile, et la complexité même signifiait que la plupart des appareils étaient inutilisables à un moment donné. Les équipes de maintenance formées sur les systèmes d'avions conventionnels ont eu du mal à gérer l'électronique capricieuse. Les tubes à vide sont tombés en panne. Connexion corrodée. L'étalonnage a dérivé. Dans un bon jour, la moitié des systèmes d'IA de l'escadron seraient opérationnels. Lors d'une mauvaise journée, aucun. Pourtant, Bowen et son équipe ont continué à pousser. Ils savaient que le concept était judicieux. Ils avaient juste besoin de temps pour que ça marche. Les plaintes n'étaient pas déraisonnables. Le lieutenant d'aviation Charles Widow, un pilote de chasse de nuit expérimenté du 604e escadron, l'a exprimé sans embâche dans son rapport après action de février 1941. L'ensemble d'IA a ajouté 600 livres à un avion déjà en surpoids, a réduit notre vitesse maximale de 15 000 par heure, n'a pas fonctionné lors de 4 sorties sur 7, et aux 3 reprises où il a fonctionné, nous ne nous sommes jamais rapprochés de la portée visuelle avant de perdre le contact. Il a conclu en recommandant que l'équipement soit retiré et remplacé par des réservoirs de carburant supplémentaires. Son commandant a approuvé la recommandation. La portée maximale de 3000 n'était pas une spéculation théorique. C'était une estimation optimiste. En pratique, les plages de détection variaient énormément en fonction de l'altitude, de la météo, de l'angle d'aspect de la cible et du fait que Mercure soit rétrograde ou non. Lors des nuits humides, la vapeur d'eau absorbait le signal radar. À haute altitude, où l'air était plus mince et plus sec, la portée s'est légèrement améliorée. Mais si le bombardier cible s'éloignait de vous, présentant sa queue, une section efficace radar beaucoup plus petite que ses larges ailes, la portée de détection pourrait chuter à peine 1 mile. Cela vous donnait peut-être 30 secondes pour vous rapprocher, confirmer que la cible était hostile, manœuvrer en position de tir et engager avant de dépasser. Le problème de la portée minimale était sans doute pire. En dessous de 400 pieds, l'écran de l'IA Manitou est devenu vide. L'impulsion transmise et l'écho renvoyé se chevauchaient, créant une zone morte. La procédure d'interception standard exigeait que l'opérateur radar guide le pilote à moins de 1000 pieds,
puis appelle la recherche visuelle de perte de contact. Le pilote scrutait alors l'obscurité, dans l'espoir d'apercevoir des flammes d'échappement ou une silhouette. Les nuits sans lune, cela fonctionnait rarement. Les pilotes ont rapporté l'horrible expérience de savoir qu'un bombardier était directement devant eux, invisible, alors qu'ils se précipitaient vers lui à une vitesse combinée de rapprochement de 400 000 par heure. Plusieurs quasi-collisions ont convaincu certains équipages que l'équipement était plus dangereux qu'utile. La chaleur restait un problème constant. L'émetteur de l'Emen 3 fonctionnait à haute puissance dans un espace clos. Les températures du cockpit pouvaient atteindre 110 degrés F même en altitude, où les températures extérieures oscillaient autour de -20. Les opérateurs étaient assis dans leur lourde combinaison de vol, en sueur, essayant d'interpréter un affichage vert scintillant tout en souffrant d'épuisement dû à la chaleur. Certains équipages ont dû porter un minimum de vêtements sous leur combinaison, ce qui a créé de nouveaux problèmes lorsqu'ils ont dû sauter au-dessus du canal en hiver. La fiabilité était épouvantable. Une enquête interne de la RAF de mars 1941 a révélé que les avions équipés d'IA avaient un taux d'aptitude en service de 38%. Cela signifie que chaque jour, moins de 4 avions sur 10 étaient équipés d'un radar fonctionnel. Les tubes à vide étaient fragiles et brûlaient fréquemment. Les réseaux d'antennes montés sur le nez et les ailes de l'avion ont été endommagés par les conditions météorologiques, les vibrations et les erreurs de l'équipe au sol. L'humidité s'est infiltrée dans l'électronique. Les alimentations électriques, respectant les normes modernes, délivraient une tension incohérente qui provoquait un dérapage ou une défaillance complète des composants. La formation était insuffisante. Les opérateurs de radar ont reçu peut-être 20 heures d'instruction avant d'être déclarés opérationnels. La plupart n'avaient jamais vu d'oscilloscope avant de rejoindre la RAF. Ils devaient interpréter des signaux complexes, distinguer les cibles réelles des échos au sol et des retours météorologiques, calculer mentalement les angles d'interception et fournir des conseils verbaux précis à leurs pilotes, tout en étant secoués. Et je me promenais dans un avion de combat la nuit. La courbe d'apprentissage était abrupte et les conséquences des erreurs se mesuraient en sorties inutiles et en civils morts au sol. Les pilotes détestaient perdre en vitesse et en maniabilité. Le chasseur à arc était déjà plus lourd et moins agile que les bombardiers qu'il chassait. L'ajout de 600 livres d'équipement radar a aggravé la situation. Dans le cas peu probable où un chasseur de nuit allemand apparaîtrait, les chasseurs à arc équipés d'IA seraient des cibles faciles. Certains pilotes ont admis en privé qu'ils larguaient l'équipement radar s'ils le pouvaient, acceptant la pénalité de poids uniquement parce que les ordres l'exigeaient. En avril 1941, l'étiquette d'inutile semblait entièrement justifiée. L'équipement était peu fiable, dangereux, difficile à utiliser et n'avait produit que des résultats minimes. Plusieurs commandants d'escadron ont officiellement demandé l'autorisation de retirer les ensembles d'IA. Certains équipages ont commencé à développer des tactiques alternatives qui ne reposaient pas sur les maudites cases vertes. John Cunningham a bâti son premier bombardier de la Luftwaffe dans la nuit du 19 novembre 1940. En mai 1941, il détruisit 15 avions ennemis, faisant de lui le pilote de chasse de nuit le plus performant de la RAF. La presse voulait connaître son secret. La réponse du ministère de l'Air a été une brillante erreur d'orientation, des carottes. L'histoire officielle était la suivante. Cunningham avait une vision nocturne exceptionnelle, cultivée grâce à un régime spécial riche en vitamine A. Il mangeait constamment des carottes crues, des carottes cuites, du jus de carotte. La vitamine a amélioré sa vue à des niveaux surhumains, lui permettant de repérer les bombardiers allemands dans des conditions où les autres pilotes ne voyaient rien. Le ministère de l'Information a poussé ce discours avec force. Les journaux ont publié des articles sur Cates Ice Cunningham et sa vision légendaire. Le gouvernement a lancé des campagnes publiques encourageant les citoyens à manger des carottes pour améliorer leur vision nocturne pendant les pannes de courant. Des affiches sont apparues. Les carottes vous maintiennent en bonne santé et vous aident à voir en cas de panne de courant. C'était une fabrication complète. Eh bien, fabrication partielle. La vitamine A favorise une vision saine et une carence peut provoquer la cécité nocturne, mais aucune quantité de carottes ne vous donnera des capacités surhumaines. Le succès de Cunningham n'avait rien à voir avec son régime alimentaire mais tout à voir avec le radar IMAX-A4 installé dans son chasseur à arc et les compétences exceptionnelles de son opérateur radar, l'officier d'aviation Jimmy Ronsley. L'opération de tromperie avait plusieurs objectifs. Premièrement, il explique le succès de Cunningham sans révéler les capacités radar de la Grande-Bretagne. Les renseignements allemands essayaient désespérément de comprendre pourquoi l'efficacité des chasseurs de nuit de la RAF s'était soudainement améliorée. S'ils concluaient qu'il s'agissait simplement d'une meilleure sélection des pilotes et d'une formation renforcée par la nutrition,
ils n'examineraient peut-être pas les explications technologiques. Deuxièmement, la campagne sur la carotte a eu de véritables bénéfices pour la santé publique pendant le rationnement en temps de guerre, en encourageant la consommation d'un légume riche en vitamines que la Grande-Bretagne pouvait cultiver dans son pays. Troisièmement, il a protégé les hommes dont la vie dépendait du fait que le radar de l'IA restait secret. Parce qu'au milieu de 1941, la technologie fonctionnait enfin. Pas de manière constante, pas fiable, mais suffisamment souvent pour que des équipages entraînés réussissent à tuer. La différence n'était pas l'équipement. Il s'agissait toujours du même MLV-4AI capricieux que les escadrons avaient maudit 6 mois plus tôt. La différence, c'était l'expérience. Des opérateurs comme Ronley avaient effectué des centaines de sorties. Ils avaient appris à distinguer les cibles réelles des retours fantômes. Ils ont développé des techniques pour suivre les cibles malgré les limites du radar. Ils avaient acquis une compréhension instinctive de la géométrie d'interception qui leur permettait de guider leurs pilotes avec précision. Les commentaires de Ronsley lors des interceptions sont devenus légendaires. Contactez 2 mètres légèrement à gauche. Tournez le port de 5 degrés de manière stable. Portez fermement 1,5 m cible stable sur la bonne voie. Augmentez la vitesse de 1 mile. Maintenant encore légèrement à gauche. Venez port 2 degrés. 3/4 de mile. Cible montant légèrement. Augmentez votre taux de montée. Un demi-mile devant moi. Vous devriez avoir un visuel à tout moment. Et Cunningham regardait devant et là. Une légère ombre sur les nuages. Les flammes d'échappement vacillantes, le bombardier se matérialiserait, non pas grâce à une vision surhumaine, mais parce que Ronley l'avait parfaitement positionné. D'autres équipages ont commencé à obtenir un succès similaire. Le lieutenant d'aviation Mike Constable Maxwell et son opérateur, le sergent Gregory, ont abattu 3 bombardiers en une nuit du 10 mai 1941. Le commandant d'escadre Basil Ambry a réussi 4 attaques décisives en avril à l'aide de l'IA Maki 4. Le 604e escadron, la même unité qui avait recommandé de retirer l'équipement 4 mois plus tôt, a détruit 11 avions allemands rien qu'en mai. Le taux de mortalité augmentait. Pas de façon spectaculaire, pas assez pour arrêter le Blitz, mais suffisamment pour prouver que le concept fonctionnait. Les Allemands ne l'ont jamais compris. Les rapports de renseignement de la Luftwaffe de 1941 attribuaient le succès des chasseurs de nuit de la RAF à une meilleure coordination des projecteurs, une meilleure sélection des pilotes et, bien sûr, des programmes de nutrition améliorés. Un document allemand capturé en juillet 1941 mentionnait spécifiquement la propagande britannique sur les carottes améliorant la vision nocturne et la concentration. Il semble que ce soit probablement exagéré, mais cela pourrait indiquer un certain progrès dans les méthodes de formation des pilotes. Il regardait dans la mauvaise direction. Cunningham lui-même a joué le jeu. Lorsque les journalistes lui posaient des questions sur son secret, il souriait et mentionnait son penchant pour les carottes. Il a décrit des techniques permettant de préserver la vision nocturne, en évitant les lumières vives et en laissant 30 minutes pour l'adaptation des yeux. Il créditerait ses contrôleurs au sol et sa propre expérience. Il n'a jamais mentionné l'affichage vert brillant dans son cockpit ni l'homme assis derrière lui annonçant les distances et les relèvements. Le secret a tenu et pendant qu'il tenait, les équipages ont appris leur métier et la technologie s'est améliorée lentement et douloureusement. Février 1940, Université de Birmingham. John Randall et Harry Booth travaillaient avec un appareil qui allait tout changer. Le magnétron à cavité. Il ne s'agissait pas d'une amélioration progressive. Il s'agissait d'un saut technologique qui faisait ressembler les systèmes radars précédents à des jouets mécaniques. Le magnétron à cavité pourrait générer des fréquences micro-ondes à des niveaux de puissance que l'on croyait auparavant impossibles. Là où l'IAMAN 3 fonctionnait à une longueur d'onde de 1,5 m, le nouveau magnétron fonctionnait à 10 cm. La physique a rendu cela révolutionnaire. Des longueurs d'onde plus courtes signifiaient une résolution plus nette. Un faisceau radar de 10 cm pouvait distinguer des objets distants de quelques mètres seulement, alors que les anciens ensembles de 1,5 m pouvaient à peine séparer des cibles distantes de plusieurs centaines de mètres. Le magnétron était également plus petit, plus léger et plus efficace. Un ensemble radar complet utilisant la technologie magnétron à cavité pourrait peser 2 fois moins que les Mach tout en offrant des performances 4 fois supérieures. Les portées de détection sont passées à 6 miles. La portée minimale est tombée à moins de 300 pieds. La zone morte a rétréci, mais la Grande-Bretagne ne pouvait pas l'exploiter seule. La fabrication de magnétrons à cavité à grande échelle nécessitait une capacité industrielle que les usines britanniques soumises à des bombardements constants ne possédaient tout simplement pas. En septembre 1940,
la mission TESD, du nom du physicien Henry Tizard, transporta les secrets militaires les plus précieux de Grande-Bretagne en Amérique. Dans une boîte en métal noir, ils ont transporté un magnétron à cavité vers les États-Unis. Il s'agissait sans doute de la cargaison la plus précieuse jamais expédiée à travers l'Atlantique. Les ingénieurs américains du laboratoire de rayonnement du MIT ont vu le magnétron et ont immédiatement reconnu son potentiel. En mars 1941, ils conçoivent des méthodes de production. En octobre 1941, les usines en fabriquaient en grande quantité. La capacité industrielle américaine, qui n'était pas encore limitée par la guerre, a augmenté sa production plus rapidement que quiconque ne l'aurait cru possible. Les magnétrons à cavité ont commencé à revenir en Grande-Bretagne au début de 1942. Les Macas étaient entrés en service en mai 1942. Il utilisait la nouvelle longueur d'onde centimétrique et fournissait aux opérateurs de radar un affichage réellement logique. Au lieu de traces abstraites sur un tube cathodique, le MK7 affichait un indicateur de position en plan, essentiellement une carte radar. Les cibles apparaissaient sous forme de points lumineux sur un écran sombre avec des anneaux de portée marquant la distance. Un opérateur pouvait tout voir simultanément dans un rayon de 6 miles. La position de la cible, son mouvement, voire les autres avions dans la zone. La présentation était suffisamment intuitive pour que les pilotes puissent l'interpréter eux-mêmes si nécessaire. Mais le MK7 n'était qu'un début. Les Mac FATE, entrés en service dans l'escadron au début de 1943, combinaient la fabrication américaine et l'expérience opérationnelle britannique. La portée de détection a atteint 8000 contre des cibles bombardées. La portée minimale est tombée à 400 pieds. Il s'agit toujours d'une zone aveugle, mais gérable. L'équipement était plus fiable, plus facile à entretenir et plus léger que celui qui le remplaçait. Une installation complète AIMK-8 pesait 450 livres, soit 150 livres de moins que l'ancien Mackay Third. Le Mosquito Night Fighter a tout amélioré. Cet avion était rapide, à 370 000 par heure en altitude, plus rapide que la plupart des bombardiers qu'il chassait. C'était maniable. Il avait une portée et était spécialement conçu pour accueillir des équipements radars. L'IA Macafut s'intègre parfaitement dans le nez du Mosquito avec des antennes intégrées dans la cellule plutôt que boulonnées après coup. Le pilote et l'opérateur radar étaient assis côte à côte, améliorant ainsi la communication. Lorsqu'un équipage de Mosquito a atteint le contact radar, il avait la vitesse pour se rapprocher rapidement et l'agilité pour manœuvrer pour tuer. Les Américains ont apporté une autre innovation, le SCR 720. Leur version du radar britannique AI avec des fonctionnalités supplémentaires. Certains escadrons de la RAF l'ont adopté à la fin de 1943. Le SCR 720 offrait une portée de détection de 10 000 et comprenait un mode balise qui aidait les chasseurs à retrouver leur chemin par mauvais temps, une fonctionnalité qui sauvait de nombreux équipages qui autrement auraient été perdus au-dessus de la mer du Nord. La formation s'est considérablement améliorée. En 1943, les opérateurs radars recevaient 200 heures d'instruction avant le déploiement opérationnel. Ils se sont entraînés sur des simulateurs au sol qui reproduisaient les interceptions aériennes. Ils ont effectué des dizaines de sorties d'entraînement avec des équipages expérimentés. L'ARF a créé des unités spécialisées de formation sur les chasseurs de nuit où les nouveaux pilotes et opérateurs ont appris les techniques d'interception dans un environnement contrôlé avant d'affronter le combat réel. Entretien. Les procédures ont évolué. Les équipes au sol comprennent désormais l'équipement. Ils disposaient d'un équipement de test approprié, de manuels détaillés et de pièces de rechange adéquates. Les taux de maintenance ont grimpé au-dessus de 80%. Chaque nuit de la fin de 1943, 8 chasseurs équipés d'IA sur 10 disposaient d'un radar fonctionnel. Un renversement complet par rapport à 2 ans plus tôt. La technologie avait mûri, les tactiques avaient mûri, les équipages avaient mûri. À la fin de 1943, cet équipement inutile était devenu le système de combat nocturne le plus meurtrier au monde. Les chiffres racontent l'histoire. Entre janvier 1941 et mai 1944, les chasseurs RF Night équipés d'un radar AI détruisirent plus de 600 bombardiers Luftwaffe lors d'opérations nocturnes au-dessus de la Grande-Bretagne et de l'Europe occupée. Ce chiffre représente les victimes confirmées. Un avion a été témoin d'un crash ou d'une explosion et l'épave a été localisée et vérifiée. Le nombre réel était presque certainement plus élevé, car de nombreux bombardiers endommagés ont traversé la Manche en boitant pour ensuite s'écraser en France ou simplement disparaître dans la mer du Nord. L'escadron numéro 85 est en tête du classement avec 108 victoires confirmées. Ils avaient été parmi les premières unités à recevoir des chasseurs à arc équipés d'IA au début de 1941,
souffrant des problèmes de jeunesse de l'équipement tout en développant des tactiques que d'autres escadrons adopteraient plus tard. En 1943, en faisant voler des moustiques avec le radar AIMICAV-8, ils détruisaient des bombardiers à un rythme qui aurait semblé impossible 2 ans plus tôt. Leur meilleur équipage, le chef d'escadron Michael Allen et le lieutenant d'aviation Tom Slack, ont personnellement tué 21 de ces personnes. L'escadron de NUN 29 a remporté 104 victoires. Ils se sont spécialisés dans les missions d'intrusion à longue portée utilisant un radar IA pour chasser les bombardiers allemands au-dessus de la France et des Pays-Bas alors qu'ils se formaient ou retournaient à la base. Il s'agissait d'un travail extrêmement dangereux, consistant à voler profondément en territoire ennemi, souvent seul, en s'appuyant entièrement sur le radar pour trouver des cibles, tandis que les contrôleurs au sol allemands opposaient leur veto à leurs propres chasseurs de nuit contre les intrus. Le lieutenant d'aviation Richard Stevens et son opérateur, le Flying Officer Kelly, ont réussi 14 victoires confirmées au cours de ces missions avant que Stevens ne soit abattu au-dessus de la Belgique en octobre 1943. Non, 604e escadron. Rappelez-vous, c'est l'unité qui voulait retirer les équipements d'IA au début de 1941, détruisant 98 avions allemands. John Cunningham, le pilote de Cat's Eyes, a remporté la plupart de ses 20 victoires confirmées en volant avec 604. Son succès a convaincu d'autres équipages sceptiques que la technologie méritait d'être maîtrisée. Au milieu de 1942, le 600e escadron était devenu l'une des unités de combat de nuit les plus efficaces au commandement des chasseurs. Le taux de mortalité s'est considérablement accéléré après le milieu de 1942. Au cours de l'année 1941, des chasseurs de nuit équipés d'IA détruisirent environ 85 avions allemands. En 1942, ce nombre est passé à 175. En 1943, il atteignit 230. Au cours des seuls 4 premiers mois de 1944, 110 victimes furent confirmées. L'amélioration reflétait un meilleur équipement, un meilleur entraînement et de meilleures tactiques, mais reflétait également le fait que la Luftwaffe effectuait à nouveau davantage de missions au-dessus de la Grande-Bretagne après une relative accalmie à la fin de 1941 et au début de 1942. L'opération Steinbach, que les Allemands appelaient le Baby Blitz, s'est déroulée de janvier à mai 1944. Hitler, furieux des bombardements de la RAF sur les villes allemandes, ordonna de nouvelles attaques contre Londres. La Luftwaffe a rassemblé environ 500 bombardiers et a lancé des raids nocturnes. Ils se sont dirigés directement vers une zone meurtrière. Les chasseurs RF Night, désormais équipés d'un radar IA mature et pilotés par des équipages expérimentés, les ont massacrés. Dans la nuit du 20 au 21 février 1944, les bombardiers allemands effectuèrent 127 sorties contre Londres. Les chasseurs RF Night en ont détruit 25, soit un taux de perte de près de 20%. Aucune force aérienne ne peut subir de telles pertes. Les tactiques ont considérablement évolué. Les contrôleurs au sol travaillaient désormais en étroite coordination avec les radars aéroportés. Une interception typique en 1944 ressemblait à ceci. Le radar au sol a détecté un raid entrant et a opposé son veto à un moustique dans un rayon de 10 miles. Le radar IA du moustique a détecté des contacts. Plusieurs bombardiers dispersés à travers la formation. L'opérateur radar a sélectionné une cible et a guidé son pilote vers sa position. À 2000, le pilote pouvait souvent voir des flammes d'échappement. À 1,5 km, la silhouette du bombardier était visible. Le moustique se trouve à près de 300 pieds en dessous de la portée minimale du radar, mais suffisamment proche pour une identification visuelle certaine. 4 canons de 20 plis ont ouvert le feu. Le bombardier a explosé ou est tombé entraînant des flammes. Le moustique s'est immédiatement tourné vers le prochain contact déjà visible sur l'écran radar. Lors de nuits exceptionnelles, des équipages isolés détruisaient 3 ou 4 bombardiers en une seule fois. L'impact psychologique sur les équipages allemands fut dévastateur. Ils s'étaient habitués à ce que les chasseurs de nuit britanniques soient des nuisances rares et inefficaces. Soudain, fin 1942 et 1943, des bombardiers explosèrent sans avertissement. Pas de projecteurs, pas d'avertissement, juste des tirs de canon soudains et catastrophiques venant de l'obscurité. Les équipages des bombardiers allemands ont commencé à refuser les missions. Le moral s'est effondré. Les unités ont signalé des avions perdus pour des causes inconnues qui ont presque certainement été abattus par des chasseurs équipés d'IA, mais dont on n'a jamais été témoin. En mai 1944, la Luftwaffe avait effectivement concédé le ciel nocturne au-dessus de la Grande-Bretagne. L'opération Steinbach s'est terminée avec des pertes de bombardiers allemands dépassant 50% des avions engagés si l'on comptait à la fois les pertes au combat et les accidents opérationnels causés par les équipages précipitant les décollages et les atterrissages pour minimiser le temps d'exposition.
Le radar inutile avait réalisé ce qui semblait impossible en 1940. Il avait rendu la nuit aussi dangereuse pour les bombardiers que la lumière du jour. Les conséquences stratégiques se sont propagées bien au-delà du nombre immédiat de victimes. En 1940 et au début de 1941, les bombardiers allemands avaient opéré en toute impunité la nuit tombée, obligeant la Grande-Bretagne à arrêter la production de guerre dans les villes ciblées à chaque fois que les sirènes des raids aériens retentissaient. Les travailleurs ont fui vers des refuges. Les chaînes de montage se sont arrêtées. Les dockers ont abandonné les cargos. Le coût économique était immense, non seulement en termes de destruction physique, mais aussi en termes de perte de productivité. Un seul raid pourrait interrompre la production dans une région industrielle entière pendant 8 à 12 heures. En 1943, ce calcul s'était inversé. Les commandants de la Luftwaffe savaient qu'envoyer des bombardiers au-dessus de la Grande-Bretagne signifiait accepter des pertes qu'ils ne pouvaient pas remplacer. L'Allemagne combattait désormais sur plusieurs fronts. Le front de l'Est a consommé des hommes et du matériel à des rythmes effroyables. Le théâtre méditerranéen exigeait des ressources et la Wehrmacht se préparait à l'inévitable invasion alliée de la France. La Luftwaffe ne pouvait pas se permettre de gaspiller des équipages de bombardiers expérimentés dans des missions ayant un impact minimal et un maximum de pertes. Les chasseurs RF Knight équipés d'un radar IA avaient effectivement supprimé la capacité de l'Allemagne à mener des bombardements stratégiques sur la Grande-Bretagne. Cela a complètement libéré la capacité industrielle britannique. Les usines fonctionnaient de nuit sans interruption. Les ports fonctionnaient 24 heures sur 24. L'infrastructure qui devait approvisionner l'invasion du jour J, la plus grande opération amphibie de l'histoire, a été construite et assemblée sans l'ingérence allemande. Pensez-y. Des millions de tonnes de fournitures, des milliers de véhicules, des ports entiers préfabriqués se sont accumulés dans le sud de l'Angleterre sous le regard impuissant de la Luftwaffe, de l'autre côté de la Manche. Ils savaient que l'invasion allait arriver. Ils pouvaient voir l'accumulation grâce au vol de reconnaissance. Mais ils n'ont pas pu l'arrêter. Ils ne pouvaient même pas le perturber de manière significative car leurs bombardiers ne pouvaient pas survivre aux chasseurs de nuit britanniques. La technologie lancée dans le domaine du radar IA est devenue le fondement de la doctrine moderne d'interception des chasseurs. Toutes les forces aériennes du monde entraînent désormais leurs pilotes de chasse à utiliser le radar comme capteur principal, l'identification visuelle étant utilisée comme confirmation plutôt que comme méthode de détection principale. Le concept d'un équipage composé de 2 hommes, d'un pilote et d'un officier des systèmes d'armes est né des opérateurs de radar IA et reste la norme dans les chasseurs avancés. Les procédures d'interception contrôlée au sol développées pendant la bataille d'Angleterre ont évolué vers des systèmes modernes de contrôle du trafic aérien et de commandement et de contrôle militaire. Le magnétron à cavité qui a rendu possible le radar IA avancé a continué à permettre des dizaines d'autres technologies. La même physique qui a permis aux chasseurs britanniques de détecter les bombardiers à 8 miles a également permis de détecter les périscopes des sous-marins par un radar de recherche navale en surface, un radar de contrôle de tir pour les canons anti-aériens et, éventuellement, après la guerre, le four à micro-ondes qui se trouve dans votre cuisine. Cet appareil qui prépare vos restes est un descendant direct de la technologie qui a sauvé la Grande-Bretagne. Il y a aussi un héritage plus sombre. La course aux armements en matière de mesures radar et anti-radar qui a commencé avec le radar IA ne s'est jamais arrêtée. Les avions furtifs modernes sont spécialement conçus pour déjouer la détection radar. La guerre électronique, le brouillage, la tromperie et le renseignement électromagnétique constituent désormais un élément essentiel de tout conflit militaire. Le jeu du chat et de la souris entre détection et évasion, qui a commencé au-dessus de la Grande-Bretagne en 1940, se poursuit dans tous les espaces aériens contestés du monde. La Syrie, l'Ukraine, la mer de Chine méridionale sont toutes confrontées à la même lutte fondamentale. Un côté essaie de voir, l'autre essaie de rester invisible. Mais en 1944, debout dans la salle des opérations de la RAF Indenne, regardant les panneaux montrant les bombardiers allemands détruits plus rapidement qu'ils ne pouvaient être lancés, le chef de l'air, le maréchal Roderick Hill, pouvait clairement voir la transformation. La même Luftwaffe qui avait incendié Coventry, dévasté Londres et tué des dizaines de milliers de civils, était désormais brisée en tant que force offensive. Non détruit, il continuerait à se battre pendant encore 1 an, mais brisé en tant que menace pour les villes et l'industrie britannique. Ces 600 victimes confirmées représentaient plus que des statistiques. Chacun était un équipage de bombardiers qui ne frapperait plus, une charge d'explosifs qui ne tomberait pas sur les maisons civiles, une nuit où les travailleurs pourraient dormir et les usines fonctionner. Le radar IA inutile que les commandants d'escadron avaient voulu jeter en 1941 était devenu l'arme qui a remporté la bataille nocturne. Cela n'avait pas été facile.
Cela n'avait pas été rapide. Des équipages étaient morts en apprenant à utiliser des équipements qui tombaient constamment en panne. Les ingénieurs avaient travaillé 18 heures par jour pour améliorer des systèmes qui semblaient fondamentalement défectueux. Les opérateurs de radar en avaient piloté des centaines et, se fatiguant les yeux devant les écrans verts scintillants pendant que leurs avions rebondissaient à travers la flaque et les intempéries. Mais ils avaient persévéré. Ils avaient transformé une arme de 600 livres en une capacité de guerre. Ils avaient prouvé que la persévérance et l'amélioration progressive pouvaient surmonter des obstacles techniques apparemment insurmontables. Et ils avaient fait en sorte que, lorsque l'aube se levait le 9 mai 1945 et que la guerre en Europe se termina enfin, la Grande-Bretagne soit toujours battue, épuisée, mais invaincue. Les combattants de nuit avaient tenu la ligne.